professeur d'université, brillant, bardé de diplômes, se rend un jour chez un vieux maître zen nommé Nanin. Il veut comprendre le zen. Il s'assoit et avant même que le maître ait ouvert la bouche, il commence à parler. Il cite des livres, il expose des théories, il explique ce qu'il a déjà compris. Nanin l'écoute en silence, puis lui propose une tasse de thé. Il verse, la tasse se remplit, il continue de verser. Le thé déborde sur la table, coule sur le sol. Le professeur s'écrie. La tasse est pleine. Il n'entre plus rien. Nanin repose la théière et dit doucement: vous êtes comme cette tasse. Vous débordez de vos opinions et de vos certitudes. Comment voulez-vous que je vous montre quoi que ce soit si vous ne commencez pas par vider votre tasse? Cette scène a traversé les siècles. Elle nous atteint encore parce qu'elle nous concerne tous. Nous avons tous été ce professeur. Nous le sommes peut-être en ce moment même. Nos tasses sont pleines. Pleines de ce que nous croyons savoir. De ce que nous avons déjà entendu. De ce que nous pensons avoir compris une fois pour toutes. Quand avez-vous, pour la dernière fois, abordé quelque chose sans croire déjà savoir? Quand avez-vous écouté quelqu'un sans préparer votre réponse pendant qu'il parlait? Quand êtes-vous entré dans une pièce, dans une conversation, dans une journée, avec la tasse vide? Il y a un mot pour cela, un mot japonais, court, presque doux à prononcer. Shoshin. Littéralement, le cœur du commencement, l'esprit du débutant. Je voudrais vous emmener à sa rencontre. On va remonter à sa source, un temple à San Francisco. On va le suivre jusque dans les dojos, là où il se vit dans le corps. Et on va le ramener ici, dans votre vie, dans vos conversations, dans votre travail, dans tout ce que vous apprenez. Ce n'est pas un cours, c'est un chemin. Et on le fait ensemble. En 1959, un moine japonais débarque à San Francisco. Il s'appelle Shunryu Suzuki. Il a 55 ans, un visage calme, une voix posée, rien de spectaculaire. On l'a envoyé diriger un petit temple, le Sokoji, dans un quartier tranquille. Il ne parle presque pas anglais. Il n'a aucune ambition de devenir célèbre. Il vient simplement s'asseoir. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Les Américains viennent le voir. Des jeunes surtout. Certains viennent par curiosité, d'autres par désœuvrement, d'autres parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. Ils n'ont aucune formation bouddhiste, aucune connaissance des textes, pas la moindre idée de ce qu'est un koan ou une posture de méditation. Ils arrivent les mains vides. Et Suzuki découvre, avec un étonnement qu'il ne cachera jamais, que ces débutants absolus progressent parfois plus vite que ces élèves japonais élevés dans la tradition. La raison est simple et elle est vertigineuse. Ils n'ont rien à désapprendre.
Leur ignorance n'est pas un handicap, c'est une porte ouverte. Ils ne savent pas ce qu'ils sont censés voir, alors ils voient tout. Cette observation devient le cœur de son enseignement. En 1970, une de ses élèves, Trudy Dixon, rassemble ses causeries dans un livre qui portera un titre devenu légendaire. Zen Mind, Beginner's Mind. En français, l'esprit zen, l'esprit du débutant. Ce livre ne cherche pas à enseigner le zen. Il rappelle, page après page, qu'il n'y a rien à enseigner. Que la seule chose à faire, c'est revenir au début. Le mot Shoshin est fait de 2 signes. Le premier, Sho, signifie commencement. Le second, Shin, signifie cœur ou esprit. Le cœur du commencement. Ce n'est pas un conseil pour les novices, c'est une discipline pour les maîtres. Suzuki le disait avec une clarté lumineuse. La difficulté n'est pas de commencer à pratiquer. La difficulté, c'est de garder l'esprit du débutant après des années de pratique. Parce que le piège n'est jamais l'ignorance. Le piège, c'est la certitude. Dans la tradition zen, cet esprit est lié à une pratique très concrète. La méditation assise, le zazen. S'asseoir, ne rien attendre, ne rien chercher, ne rien construire. Chaque séance est censée être la première. On ne médite pas mieux après 20 ans qu'après 20 jours. On médite avec un esprit plus disponible, ce qui est tout à fait autre chose. L'habileté ici ne sert à rien. La fraîcheur, elle, change tout. Suzuki comparait cela à regarder une cascade. Celui qui la voit pour la première fois voit de l'eau qui tombe. Celui qui la regarde tous les jours finit par ne plus la voir du tout. Le sage est celui qui, après 1000 matins devant la même cascade, voit encore l'eau tomber comme si c'était la première pluie du monde. Il y a dans le bouddhisme un concept ancien qui éclaire cette idée. Les textes du Mahayana parlent de vacuité, shunyata en sanskrit. Ce mot ne veut pas dire néant. Il veut dire qu'aucune chose ne possède de nature figée. Tout est mouvement. Tout est passage. Si rien n'est définitif, alors aucun savoir ne peut l'être non plus. L'esprit du débutant est la traduction vivante de cette vérité. Un refus doux, patient, de figer le monde dans des catégories closes. Laisser les choses être ce qu'elles sont, sans les forcer à être ce qu'on croit qu'elles devraient être. Takuan-Soho, un moine zen du XVIIe siècle, écrivait dans ses lettres au maître sabreur: l'esprit qui s'arrête est un esprit captif. Il parlait du combat, mais sa phrase dépasse le combat. Dès que l'esprit se fixe sur une technique, sur une opinion, sur une identité, il perd sa liberté. Il devient prisonnier de ce qu'il sait.
Le Shoshin est né dans le silence d'un temple, sur un coussin de méditation, dans l'immobilité totale. Mais il n'y est pas resté. Il a trouvé un second foyer, un lieu de mouvement, de sueur, de souffle et de combat. Jigoro Kano a fondé le judo en 1882. Il a consacré sa vie entière à cet art. Il a formé des milliers de pratiquants. Il est devenu le maître le plus respecté de son époque. Et dans les dernières années de sa vie, il a fait un geste que personne n'attendait. Il a remis sa ceinture blanche, celle des débutants. Ce n'était pas un caprice, ni une coquetterie. C'était un acte de lucidité. L'homme qui avait codifié un art martial entier, qui avait siégé au Comité international olympique, qui avait été honoré par des empereurs, revenait de lui-même à la couleur des premiers jours. Kano signifiait par là que le cercle se referme, que le sommet de la maîtrise ressemble au point de départ, que l'apprentissage ne connaît pas de ligne d'arrivée. Cette image habite tous les dojos du monde. On la résume parfois par un adage. La ceinture noire n'est qu'une ceinture blanche qui n'a jamais cessé de s'entraîner. Mais ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une loi. Regardez un débutant exécuter un mouvement pour la première fois. Il est maladroit, lent, hésitant. Mais son attention est totale. Chaque geste l'absorbe entièrement, parce qu'il ne le connaît pas encore. Son corps écoute, sa conscience est éveillée. Maintenant, regardez un pratiquant avancé répéter le même mouvement pour la 1000e fois. Quelque chose a changé. Le geste est fluide, rapide, précis. Mais parfois, souvent, il est vide, mécanique. Le pratiquant sait tellement bien faire qu'il ne sent plus ce qu'il fait. Il exécute, il ne vit plus. Le maître accompli, celui qui a traversé cette phase, cherche à retrouver l'attention du débutant. Les Japonais appellent cela le zanshin, la vigilance qui demeure après l'action. Ce fil tendu entre le geste et la conscience, entre le corps et l'instant. Le maître ne revient pas en arrière. Il avance jusqu'au point où la maîtrise redevient présence. Il y a un second niveau, plus brut. Dans un combat libre, un randori, un échange sans scénario prévu. Celui qui entre avec un plan se fait surprendre. Toujours. L'adversaire ne lit pas vos schémas. Il bouge autrement. Il attaque là où vous n'attendez pas. Vos certitudes deviennent des pièges. Chaque réflexe conditionné est un temps de retard. L'efficacité n'est d'autre chose que de la stratégie. Elle naît de la capacité à entrer dans l'échange sans rien préjuger, prêt à répondre à ce qui vient, instant après instant, sans s'accrocher à ce qui vient de passer.
C'est l'esprit du débutant sous pression. C'est le Shoshin quand il y a urgence. Gichin Funakoshi, celui qui a porté le karaté d'Okinawa jusqu'au Japon et l'a offert au monde, le disait à sa manière. Le karaté est comme l'eau bouillante. Si l'on cesse de la chauffer, elle refroidit. La maîtrise n'est jamais un acquis. Elle exige d'être entretenue, réchauffée, remise en question. Chaque jour. Il y a aussi une chose que le dojo enseigne sans la nommer. L'étiquette martiale, le Reigi, impose aux pratiquants gradés de saluer le débutant avec le même respect que le débutant salue le maître. Les hiérarchies extérieures restent à la porte. Sur le tatami, chacun est apprenant. Le chef d'entreprise qui porte une ceinture marron salue l'adolescent en ceinture blanche. Et ce salut n'est pas un geste de politesse vide, c'est un acte de reconnaissance. L'autre, quel qu'il soit, a quelque chose à m'apprendre. Son regard neuf peut révéler un angle mort dans ma propre pratique. Morie Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, pratiquait chaque matin jusqu'à la fin de sa vie. Il n'avait plus rien à perfectionner. Il cherchait autre chose. Retrouver dans chaque mouvement la qualité d'une première fois. Ce que le dojo enseigne par le corps, la vie peut l'enseigner par l'attention. Il suffit de quitter le tatami et de garder la ceinture blanche. Pensez à votre dernière conversation. Pas une conversation importante. Une conversation ordinaire avec un collègue, un ami, un proche. Pendant que l'autre parlait. Où étiez-vous? Probablement déjà dans votre réponse. Vous prépariez la phrase suivante. Vous anticipiez la fin de son propos. Vous saviez déjà ce qu'il allait dire, ou vous croyez le savoir. L'esprit du débutant dans une conversation, c'est suspendre ce réflexe. Écoutez comme si vous n'aviez aucune idée de ce qui va suivre. Parce que la vérité, c'est que vous n'en avez aucune. Personne ne sait jamais ce que l'autre va dire. On croit le savoir. On projette. On complète les phrases dans sa tête avant qu'elles n'arrivent. Et cette croyance nous rend sourds. Elle transforme le dialogue en deux monologues qui se croisent sans se toucher. Un geste suffit pour briser le mécanisme. Reformuler. Dire « Si je te comprends bien, tu dis que… » avant de donner votre avis. Ce geste est petit. Son effet est immense. Il ouvre un espace. Rilke, le poète, écrivait dans ses lettres à un jeune homme. Essayez d'aimer les questions elles-mêmes. Vivez les questions. L'écoute, la vraie, c'est cela.
accueillir les maux de l'autre sans chercher à les résoudre. Dans le travail, le piège porte un autre nom. Le pilote automatique. Plus vous êtes compétent, plus vous risquez de fonctionner sans voir. Vous avez résolu ce problème 100 fois. Vous connaissez la solution avant même qu'on vous pose la question. Et c'est exactement là que vous cessez d'apprendre. Un exercice, un seul, peut suffire à rouvrir le regard. Face à un problème familier, demandez-vous: si je ne savais pas comment résoudre ça, que verrais-je? Steve Jobs, qui avait pratiqué la méditation zen pendant des années, avec un maître nommé Kobun Shino Otogawa, quand il disait « restez affamé, restez insensé », il parlait de ça. Ne jamais se reposer sur l'identité de celui qui a déjà réussi. Garder intacte la fin du premier jour. Refuser la tiédeur confortable de l'expertise. Oser entrer dans une réunion et poser la question que tout le monde juge évidente. Parce que l'évidence, souvent, n'a jamais été vérifiée. Et dans ce que vous apprenez, un livre, une langue, un instrument, un métier, résistez à 2 tentations jumelles. La première, croire que vous êtes trop avancé pour les bases. La seconde, croire que vous êtes trop novice pour la difficulté. L'esprit du débutant n'est pas l'esprit de l'ignorant. C'est l'esprit de celui qui sait qu'il ne sait pas. La différence est considérable. Relisez un livre que vous croyez avoir compris. Cherchez ce que vous avez manqué. Reprenez un geste simple. Trouvez-y de la profondeur. Odo Sawaki, un moine zen du XXe siècle, qu'on surnommait le sans demeure parce qu'il refusait de s'attacher à un temple, avait cette formule provocante. Le zazen est bon à rien. Il voulait dire que la pratique ne sert aucun but extérieur. Et que c'est précisément cette absence de but qui en fait la valeur. Pratiquer comme un débutant, c'est pratiquer sans savoir ce qu'on est censé obtenir. Taisen Deshimaru, qui a apporté le zen en Europe dans les années 1960, enseignait: penser qu'on ne pratique pas assez est le signe d'une bonne pratique. Le vrai pratiquant perçoit toujours l'immensité de ce qu'il n'a pas encore exploré. Cette perception ne l'écrase pas, elle le maintient vivant.
Le Shoshin est né dans le silence d'un temple. Il s'est incarné dans le souffle d'un dojo. Il attend maintenant dans chaque moment de votre vie ordinaire. Dans la prochaine phrase que vous écouterez, dans le prochain problème que vous rencontrerez, dans le prochain matin qui se lèvera. Il n'a besoin de rien pour exister, juste un peu d'espace. Le débutant n'est pas celui qui manque de savoir. C'est celui qui a le courage de ne pas se cacher derrière ce qu'il sait. C'est une force, une ouverture. Suzuki Roshi le disait avec une simplicité qui désarme. Dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Et je voudrais vous remercier. Pas d'avoir écouté, mais d'avoir accepté. Le temps de ces quelques minutes, de redevenir débutant, vous aussi. Vous avez posé vos certitudes au bord du chemin. Vous avez marché un instant, les mains vides. Vous n'avez rien perdu en le faisant. Vous avez gagné un espace. Cette disponibilité est rare, elle est précieuse. Elle ne demande pas de tout oublier. Elle demande simplement de tout accueillir à nouveau. Les gens, les idées, les matins, les questions sans réponse. Avec la douceur de celui qui découvre. Souvenez-vous de la tasse de Nanine. Vous l'avez vidée. Il y a maintenant un espace en vous. Et dans cet espace, tout peut commencer.